En 2002, à la suite des Pays-Bas et bien avant le Luxembourg, la Colombie et le Portugal, la Belgique s'est dotée d'une loi autorisant l'euthanasie pour les personnes en fin de vie souffrant de douleurs continues et intolérables que la médecine ne sait pas apaiser. La prise d'un poison mortel est donc possible pour les personnes qui réunissent les conditions requises et qui ont obtenu un avis médical favorable. Contrairement au suicide assisté, où le produit létal est mis à disposition du patient, l'euthanasie autorise son injection par un tiers, un médecin. Les sondages montrent que cette loi a été largement approuvée par l'opinion belge. Ça a été présenté comme quelque chose qui nous permet d'éviter la souffrance incontournable quand les médecins n'en peuvent plus et quand c'est pas, quand ça n'a pas de sens et quand c'est insupportable. Donc c'est sûr que l'épouvantail qu'on a mis pour faire passer la loi, c'est un épouvantail effrayant. Jusqu'il y a peu, j'étais moi aussi plutôt favorable à la possibilité de l'euthanasie, mais sans y avoir vraiment réfléchi. Je trouvais que c'était un moyen acceptable d'échapper à une fin longue et difficile lorsque mon tour viendrait. Et puis j'ai fait la rencontre d'un soignant belge qui m'a suggéré de m'interroger moins superficiellement sur cette question. Il m'a donné la possibilité de rencontrer des médecins et des infirmiers belges, ainsi qu'un philosophe français et un médecin israélien très investis dans les soins palliatifs. Je suis allé à leur rencontre au travers des paysages hivernaux de la Flandre et de la Wallonie. Ils m'ont parlé de ce qu'est l'euthanasie réellement existante. Ce film est l'écho de ce voyage. La plupart d'entre nous ne pensons à la mort que lorsque nous y sommes confrontés par la disparition de proches. Et quand c'est à notre tour d'y faire face, nous sommes désemparés. Donc il y a d'abord une phase où vous allez prendre un diagnostic, par exemple, en pleine face. On va vous dire, voilà, vous êtes avec un cancer X ou Y, un cancer sur lequel on ne va plus pouvoir intervenir. Donc c'est dans une première phase, il va y avoir une phase de déni. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai, on n'est pas dans la réalité, non, je n'accepte pas. Et puis alors, de différentes phases en différentes phases, on va passer par une phase de non-acceptation, de révolte. On va vraiment être dans une guerre intérieure. On va être à un moment donné même dans du marchandage, donc d'essayer de marchander jusqu'avec le médecin, avec la vie, parfois avec un Dieu, qu'on soit croyant ou pas, on va négocier des choses comme si on avait des choses à négocier avec la vie. Et l'euthanasie rentre dans ce contexte. La demande d'euthanasie rentre dans ce contexte de révolte et d'insécurité. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est la peur de souffrir à l'avenir. C'est la peur d'être dépendant de ses proches. C'est la peur de ne plus être autonome, de ne plus pouvoir s'occuper de soi-même. C'est la peur de ne plus pouvoir faire les activités qu'on aime bien. C'est la peur que la souffrance n'a pas de sens, que c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens. C'est la peur qu'on va faire des surtraitements, l'acharnement thérapeutique, ou mettre quelqu'un, par exemple, aux soins intensifs, comme un légume, à une machine, alors que ça n'a plus de sens. Peut-être aussi, est-ce que le fait de demander et d'avoir la demande accueillie apaise dans le sens où les gens ont l'impression de maîtriser quelque chose, de dire voilà, j'ai une porte de sortie, si la souffrance est insoutenable. J'ai pu recevoir certaines demandes d'euthanasie devant lesquelles, de manière très très douce, très humble et très respectueuse, j'osais me permettre de poser parfois des questions un peu frontales du style « Est-ce que vous désirez mourir ou ne plus souffrir ?» Et dans la majeure partie des cas, les personnes demandaient une meilleure qualité de vie plutôt qu'un arrêt de vie. C'est aussi une interpellation parfois, de dire est-ce que tu tiens suffisamment à moi pour me faire changer la vie, ou pour essayer de me faire changer la vie, pour me montrer que la vie que j'ai, elle vaut quand même encore quelque chose. Sylvie souffre d'un cancer pulmonaire et fait une demande d'euthanasie. Son souhait est entendu et pris au sérieux, mais il m'appelle à entrer davantage dans l'histoire de cette personne. Après un long entretien, voici ce qu'elle me dit. Je pèse 33 kilos, je suis un poids pour la société.
En plus, mes 2 filles attendent que je meure pour hériter de la maison. Je me suis demandé quelle était la réelle demande de cette patiente. Était-ce « faites-moi mourir » ou bien « montrez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux malgré mon sentiment d'inutilité et ma détresse familiale ?» En équipe, nous avons opté pour le 2e choix et pris le temps d'accompagner cette patiente sans refouler sa demande qui s'est neutralisée d'elle-même. Elle est sortie de l'unité de soins palliatifs après 3 mois et s'est réconciliée avec ses 2 filles. La peur de souffrir est plus grande encore que celle de mourir. Elle est la motivation première des gens qui demandent que l'on abrège leur existence. Or, j'ai découvert avec surprise que toutes les souffrances physiques, y compris les asphyxies, les épilepsies et les douleurs neurogènes, peuvent être soulagées. Alors qu'aujourd'hui encore en Europe, 50% des personnes meurent dans un contexte douloureux. Jamais, jamais, jamais je ne poserai le moindre jugement sur une personne qui demande l'euthanasie lorsque sa souffrance est intolérable. Qui suis-je? C'est tellement facile de parler de la fin de vie quand on est en bonne santé. Maintenant, je pense que la souffrance, elle doit être combattue infailliblement. Je rencontre régulièrement des médecins qui sont confrontés à des situations de fin de vie et qui se disent impuissants devant des douleurs rebelles. Auquel cas, à ce moment-là, je les interpelle, je leur parle de différentes molécules et ils me disent qu'ils ne connaissent pas ces molécules qui sont pourtant sur le marché depuis 5 ou 10 ans. On a réussi à travailler la souffrance physique parce qu'on a beaucoup cherché, parce qu'on était confronté à un mur et qu'on a cherché, on a trouvé des choses et maintenant on s'est soulagé la souffrance physique. Et on peut, je suis sûre, faire beaucoup de progrès dans le soulagement de la souffrance psychique ou sociale ou psychologique ou spirituelle si on cherche. Mais pour avoir envie de chercher, besoin de chercher, avoir la dynamique de la recherche, il faut être confronté à la difficulté. La souffrance physique est liée au psychisme. Elle n'est pas la même si elle provient d'un traitement destiné à guérir ou si elle est causée par des métastases osseuses terminales. La crainte, l'angoisse, la panique même, sont-elles des compagnes inévitables de la fin de vie? J'observe que de plus en plus, les demandes d'euthanasie ne concernent pas des personnes réellement en fin de vie, mais qui redoutent une fin de vie douloureuse. Sénèque, Lucrèce, un stoïcien donc, un épicurien, ont fait remarquer que les gens désiraient parfois se suicider parce qu'ils avaient peur de mourir. Ça peut paraître étrange, très contradictoire. Montaigne a repris la chose. Si c'est la peur d'une souffrance à l'avenir, ça c'est en général assez facile, parce qu'on leur rassure qu'en général la mort est un processus qui est naturel, qui se passe en général bien. Évidemment, on reste toujours avec des cas qui ont été problématiques, mais en général, ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, on a tous les moyens qu'il faut pour accompagner, éventuellement même la sédation. Je trouve que c'est important de faire la différence entre ce qui est de l'émotion normale, qui fait partie de la situation. Donc on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être joyeux. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre de l'émotion qui devient une pathologie, une maladie qu'il faut traiter. Si on a une opération dans le visage ou un cancer dans le visage, on se demande comment est-ce qu'on peut m'aimer ainsi. Si on a une plaie qui sent mauvais, on se voit comme repoussant et on ne sait plus qu'on peut être aimé. On a eu une patiente qui avait un cancer de la tête et du cou. Et à cause de l'envahissement de son cancer et puis de la circulation lymphatique qui ne se faisait pas, elle avait une langue qui était devenue comme ça, comme un énorme plateau ulcéré. Elle ne savait évidemment plus avaler, plus manger, plus parler. Elle bavait. Et cette dame, elle avait une joie de vivre. Elle avait des yeux transperçants, pétillants. Elle avait un humour. Elle a su nous montrer une force qui nous a rendus plus forts aussi, nous, quoi.
il n'y a pas de solution à toutes les souffrances psychologiques, ni pendant la vie, ni en fin de vie. Mais on peut écouter et voir s'il y a moyen de travailler ensemble pour chercher une solution. C'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur et qui me fait craindre que l'on étouffe toutes ces situations-là avant qu'elles n'aient pu s'éclore, parce qu'il n'y aura pas de témoins. Nous autres, on a été témoins de chemins de vie, en fin de vie, vraiment beaux. Yvonne, âgée de 90 ans, est bien orientée pour son âge. Elle souffre seulement d'arthrose et d'hypertension. Prévoyante, elle a choisi d'aller vivre en maison de repos 6 mois plus tôt pour éviter une hospitalisation en urgence et un éventuel acharnement thérapeutique. Mais elle a fait une hémorragie cérébrale et se retrouve avec une hémiplégie droite, une aphasie et des troubles majeurs de la déglutition. Elle doit être hospitalisée. Après 1 mois de traitement, elle n'a quasiment rien récupéré. Elle est alors renvoyée dans sa maison de repos et de soins avec une sonde nasogastrique pour la nourrir. 4 mois plus tard, sa sonde tombe 3 fois en 1 semaine. Et chaque fois remise jusqu'à ce que son fils s'y oppose. Que faire, sachant que cette patiente est éveillée, comprend sans doute ce qui se passe, mais ne peut s'exprimer verbalement? Je suis convaincu que l'acharnement thérapeutique est encore appliqué trop souvent et mène à des demandes d'euthanasie. Parfois, comme médecin, comme équipe de soignants, nous allons trop loin dans les soins. Le patient n'ose pas toujours dire « ça suffit, je ne veux plus ce dernier traitement que vous proposez ». C'est nous qui devons être aussi attentifs à cela et arrêter les soins à temps. En fin de vie, mourir peut être une solution. Et donc, je pense qu'il faut respecter ça aussi. Si la nature nous mène ou les maladies nous mènent au bout, le médecin doit respecter ça et surtout ne pas faire de l'acharnement thérapeutique. Et donc, à certains moments, le respect de la vie, je pense que c'est aussi de ne plus faire des surtraitements. Nora arrive dans une unité de soins palliatifs après de longs mois d'hospitalisation dans un service d'oncologie. Le rapport de l'oncologue est sans ambiguïté. Cette patiente est en fin de vie, elle va mourir dans les jours qui suivent. Nous prenons le temps de l'accueillir, nous lui proposons un bain, qu'elle accepte volontiers. Nous lui demandons quelle est sa musique préférée et elle dit qu'elle aime l'accordéon. J'en trouve un CD qui tourne pendant les soins et nous sentons Nora se détendre. Nous lui proposons un maquillage et du vernis à ongles et lorsqu'elle sort de la salle de bain, sa fille s'exclame « Que tu es belle, maman !» Celle-ci de répondre « Ce n'est pas le maquillage qui m'a rendue belle, c'est le regard des infirmières. » Nora, qui devait mourir rapidement selon les prévisions de l'oncologue, a quitté le service des soins palliatifs après 6 mois d'hospitalisation pour rentrer chez elle, entourée des siens. Dans la tête de mes patients, dans la tête des gens, il y a ces deux pensées immédiates quand ils entendent que leur maladie va, disons, mal finir, que le pronostic est mauvais. Ils pensent bien sûr à la mort, ce qui est normal, ils pensent qu'ils vont souffrir. Et voilà les deux choix, ou bien souffrir, ou bien l'euthanasie. Et voilà, c'est à ce moment-là que je leur parle des soins palliatifs. Ce n'est pas le choix mourir dans des conditions insupportables ou être euthanasié. Il y a une voie du milieu qui est de ensemble, en tant qu'humanité, en tant que peuple, en tant que terrien, se battre pour qu'il y ait une voie du milieu. Je reste convaincu du postulat qu'un patient qui est soulagé et un patient qui est entouré, il y a naturellement une majeure partie des demandes d'euthanasie qui sont neutralisées naturellement. Le soin palliatif, c'est de la médecine aiguë. C'est une médecine qui doit nous obliger de rester en permanence à côté de la personne. Alors quand je dis en permanence à côté de la personne, ce n'est pas spécialement physiquement à côté du lit, mais on doit avoir une attention de tous les moments pour pouvoir justement pallier à une douleur qui arriverait ou à un inconfort ou à un besoin qui est formulé par la personne. Donc les soins palliatifs, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une forme de médecine aiguë qui demande aussi des moyens
humains et matériels qui peuvent être également importants. Les mass médias nous imposent à coup de pathos l'idée que pour bien mourir dans la dignité, il faut se faire euthanasier. Et c'est très tendancieux parce que dans le commun des mortels, les gens vont se dire si l'euthanasie est légale entre guillemets, ça veut dire qu'elle est normale, ça veut dire qu'elle est banale et ça veut dire qu'elle deviendrait presque morale. Il ne faut pas accepter que l'on puisse en mourir dans des situations déplorables. Il faut se battre pour vivre, mourir dans des situations plus acceptables, qui restent humaines. Mais pour ça, il faut se battre ensemble. Il ne faut pas supprimer tout ce qui nous dérange, y compris celui qui souffre. Une confusion fréquente est d'assimiler la sédation palliative à une sorte d'euthanasie. La différence est pourtant notable. En général, quand nous faisons une sédation palliative, parce que c'est vraiment en phase terminale, le malade il va mourir, à mon expérience, dans les 24 ou les 48 heures. Si je donne le même cocktail de médicaments à vous, vous allez me remercier 3 jours après en disant « j'ai vraiment bien dormi ». Mais vous n'allez pas en mourir. Ce n'est pas des choses qui vous font mourir, c'est des choses qui vous rendent inconscient pendant la mort naturelle. Et donc, ces malades vont mourir de leur maladie, pas de la sédation. Si on disait, voilà, toute personne qui demande l'euthanasie doit d'abord au préalable passer par un service de soins palliatifs, ce serait tout à fait différent parce qu'on verrait, et on a vu des gens qui arrivent avec des demandes de mort programmées dans des services de soins palliatifs qui sont soulagés et qui se surprennent eux-mêmes de retrouver des sources pour vivre aujourd'hui. Un patient de 72 ans atteint du cancer de la prostate a déjà reçu de nombreux traitements, dont de la chimiothérapie, quand survient une rechute en octobre 2013. Et à ce moment-là, son état général est déjà affaibli à cause de la maladie en progression et des traitements précédents. Il parle d'euthanasie. Nous discutons de la possibilité de commencer un nouveau traitement par chimiothérapie. Le patient hésite à cause de son état général, mais nous signale que sa fille se marie le 26 juillet de l'année suivante et nous demande s'il pourra encore vivre à ce moment-là. Nous lui expliquons qu'il est toujours difficile d'estimer les espérances de vie, mais que, moyennant une nouvelle chimiothérapie, cela n'est pas exclu. Sans traitement, cela semble compromis. Le malade décide de commencer le traitement et nous lui expliquons qu'il pourra toujours l'arrêter quand il le voudra. Il recevra 4 cures de chimiothérapie jusqu'à février 2014, où il demande une pause thérapeutique pour cause de fatigue. En avril, il revient et reçoit encore 2 cures. Ensuite, il redemande une pause thérapeutique. Il assistera au mariage de sa fille le 26 juillet, puis, le lendemain, il est admis à l'hôpital où il s'éteint le 28 juillet. Cet homme avait clairement eu comme motivation de vivre jusqu'au mariage de sa fille. Le neurologue autrichien Viktor Frankl, rescapé du camp de concentration d'Auschwitz, a développé l'importance de la question du sens que l'être humain doit impérativement donner à chacune de ses actions pour vivre. Il se souvient avoir vu à Auschwitz des déportés admirer un coucher de soleil. Le professeur Bezelinck met chaque jour en pratique ses découvertes dans son travail avec les malades gravement atteints. Ça réfère vers cette liberté intérieure que nous avons, ces ressources intérieures aussi que nous avons, de malgré les circonstances qui nous sont imposées, et le camp de concentration était imposé à Frankl comme une maladie nous sera peut-être un jour imposée, on ne l'aura pas choisi. Malgré quelque chose qui peut nous contraindre, on garde toujours cette liberté de décider comment on va faire face à cela. Par exemple, il y a une dame, ici que nous soignons, qui pendant toute sa période d'être alitée, elle a commencé à tricoter des bonnets pour les réfugiés politiques, qui de Syrie se retrouvaient ici en Europe dans le froid. Donc elle ne faisait que tricoter des bonnets. Et donc il y a des gens qui trouvent du sens quand ils sont malades. Pour tous, la question est d'abord, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?
Je pense que pour la plupart, c'est d'abord est-ce que je suis aimé, est-ce que j'ai su aimer, et ensuite est-ce que j'ai contribué, est-ce que je laisse quelque chose derrière moi. Il dit, tout ce que j'ai vécu de beau, personne ne peut me le ravir. Personne ne peut me le ravir. On peut m'emprisonner dans des circonstances horribles, m'enlever presque ma dignité, mais on ne m'enlève pas la liberté intérieure et on ne m'enlève pas tout ce que j'ai pu vivre. Si on n'estime pas ce qu'on a fait, ça peut causer une grande souffrance. Ou que je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, je considère que j'ai raté quelque chose, ou des relations qui restent en souffrance. On garde aussi une terrible capacité de liberté. Donc on peut vous enfermer dans un camp, et alors ici je fais le parallélisme avec le cancer, on peut vous enfermer dans un cancer. Mais ce n'est pas le cancer qui prend toute votre vie. Vous gardez une liberté de quand même encore faire des choses, de donner un sens. J'ai connu une adolescente qui mourait d'une deuxième leucémie après une greffe de moelle osseuse, qui n'avait plus de cheveux. Ce qu'elle faisait, c'est tous les matins de se faire belle comme elle savait le faire et de dire, voilà, elle se maquillait un peu, elle mettait de beaux vêtements, de dire, voilà, je me trouve belle, j'ai une valeur. Et elle me taquinait parce qu'elle trouvait que les lunettes que j'avais étaient très moches. Et donc, après sa mort, elle a demandé à ses parents de m'acheter de bonnes lunettes pour que j'ai quelque chose qui ait l'air un peu mieux. Et c'est aussi une façon de dire, voilà, c'est une vie humaine qui a de la valeur, qui contribue un peu de beauté dans le monde et qui sait le faire même quand elle est en fin de vie. Et je pense qu'on sous-estime ce qu'on peut faire soi-même en étant dépendant, malade et en souffrance. Et c'est peut-être aussi une des choses où, quand on veut apporter des réponses faciles, on oublie toutes ces dimensions-là d'une vie humaine. Colette est dans une maison de repos et souffre de solitude. Lorsque sa fille vient la visiter, elle lui dit « Je voudrais mourir car je ne sers plus à rien ». Et la fille de rétorquer du tac au tac « Mais maman, tu sers encore à nous aimer ?» Colette en est restée bouche bée. Elle a pris un long silence, puis, le sourire aux lèvres, a dit « Oui, c'est vrai, je sers encore à vous aimer, c'est la plus belle chose que je sais faire. » C'était deux personnes âgées en fin de vie qui n'avaient pas de souffrance particulière, mais qui ont mis du temps à mourir, quoi. Et pour la famille, c'était très très dur. Et donc la personne elle-même ne souffrait absolument pas de rien, hein, mais seulement c'était long et avec de moins en moins de communication. Et donc ça, c'est très souffrant pour les familles. Et alors, toujours, il nous interpelle en disant « Mais vous ne voyez pas comme elle souffre, mais vous ne voyez pas comme elle souffre. » Et alors, on doit essayer de faire entendre que ce n'est pas la personne qui souffre, c'est le proche qui souffre. Il y a aussi des gens qui sont abandonnés parce qu'il y a des gens qui sont seuls dans le monde. Mais là aussi, c'est que la société, pas uniquement les équipes médicales, trouve des moyens de présence. C'est aussi une responsabilité de la société de dire qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui sont seuls ou des gens qui n'ont pas suffisamment de proches pour être présents. Gilberte souffre de la maladie de Huntington et demande l'euthanasie. Le médecin appelle un confrère, comme le prévoit la loi, et 1 mois plus tard, la patiente est transférée dans un hôpital qui pratique l'euthanasie. Au moment de l'acte, Gilberte fait une crise d'angoisse et refuse catégoriquement qu'on la touche. Elle finira par retourner dans son service après avoir dit au médecin « Ce sont mes enfants qui m'ont convaincue que je n'avais plus de qualité de vie. » Tu avais préparé tes papiers et rempli ta déclaration anticipée relative à l'euthanasie au cas où tu serais inconsciente. Et nous, tes enfants, vivions avec cette menace de voir un médecin provoquer ta mort sans que nous le voulions. Aujourd'hui, tu as compris que ce geste d'euthanasie nous blesserait tellement et pour longtemps que tu as décidé de détruire cette déclaration anticipée et de nous faire confiance pour prendre soin de toi.
merci. On ne sait pas comment on sera au moment qu'on a vraiment une maladie. On ne sait pas comment on réagira. On peut être vraiment surpris par la force intérieure, cette résilience qui sera encore dans nous. Maintenant, il y a des propositions de loi pour les personnes qui sont atteintes de démence. Parce que justement, si votre démence est débutante, vous pouvez encore faire une demande consciente d'euthanasie. Et il y a eu des malades qui ont eu ça en Belgique. Par contre, si votre démence est déjà très évolutive, vous n'arrivez plus à faire une demande cohérente. Et donc pour ces personnes-là, on veut aussi ouvrir la possibilité d'une euthanasie. Ce qui est quand même un peu contre le principe de l'autonomie, parce que ces personnes ne sont plus autonomes. Et donc c'est d'autres personnes qui vont décider à la place de ces malades. Ça pose beaucoup de problèmes, à mon avis. Aux Pays-Bas, il y a un infirmier qui, par contre, n'était pas vraiment opposé à l'euthanasie, mais qui a quand même dit que c'était très difficile, l'euthanasie pour les personnes souffrant de démence, parce que, mettons qu'une personne ait fait une déclaration anticipée en disant « si un jour je suis dément, je veux l'euthanasie », très bien, mais alors cet infirmier, justement, a dû aller faire l'injection létale à cette personne, et cette personne a commencé à se débattre qu'il ne voulait pas. Alors qu'est-ce que vous faites alors, hein ? Voici une conversation avec une patiente en présence de sa fille. « Docteur, je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Est-ce que vous vous êtes un jour occupé de quelqu'un qui était malade ? Oh oui, j'ai soigné ma mère pendant 3 ans et mon père pendant 6 mois avant qu'il ne meure. Est-ce que cela vous a dérangé ? Pas du tout, je l'ai fait avec un grand plaisir. » Avant que je ne puisse dire à la malade que c'était à son tour d'être soignée, sa fille, en larmes, prend les pieds de sa maman et lui demande si elle peut maintenant s'occuper d'elle. Un jour où j'avais besoin sans doute d'avoir un certain retour, j'ai demandé à un malade que j'accompagnais « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il m'a regardé, puis il m'a dit « J'attends que vous teniez bon. » Les rôles étaient inversés jusque dans les mots employés. Il y a aussi quelque chose de particulier dans l'euthanasie, parce qu'on demande le droit de mourir, mais on veut que ce soit l'équipe médicale qui l'inflige. Nous, notre travail, ça n'est pas du tout de tuer les personnes. Notre travail, c'est essayer de les aider à se battre pour leur santé. On est au service de leur santé et on a une alliance thérapeutique avec eux pour essayer de trouver une voie pour ça, et pas du tout pour les tuer. La personne qui dit je veux m'en aller et je veux rompre de fait l'alliance thérapeutique par un geste suicidaire, je ne vois pas au nom de quoi elle peut l'exiger du corps social. Je ne vois pas au nom de quoi elle peut l'exiger du soignant lui-même, ce geste-là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un geste de soin qui est demandé, c'est un geste d'arrêt du soin. Un collègue, et j'entends ça de temps en temps, qui m'a dit pendant des jours j'étais mal après cette euthanasie que j'ai fait parce que mon patient insistait que ça devait être moi. J'ai beaucoup hésité, mais finalement je ne voulais pas quitter et laisser en plan mon patient que j'accompagnais depuis des années, et j'ai quand même fait cette euthanasie. Je connais un collègue qui dit « Moi, je n'ai pas d'état d'âme du tout, je check. Si c'est dans la liste, c'est bon, j'euthanasie. » Sans état d'âme aucun, sans... Oui, et donc ça, je trouve que un robot pourrait le faire, quoi. Et donc là, le médecin... Pour moi, c'est vraiment devenu un instrument. Ce médecin expérimenté, qui m'a dit un jour que, au sein de son institution de soins, il a déjà pratiqué de nombreuses euthanasies. Les yeux humides de larmes, il me confie que certaines nuits, il se réveille en sueur, avec devant lui le visage de personnes qu'il a euthanasiées. Quoi de plus insoutenable ? Qui pourrait soupçonner que, derrière l'assurance du médecin chevronné, l'homme sincère et l'homme honnête endurent une telle souffrance ? Je
je sais que c'est quelque chose que je ne ferai pas, mais je ne peux même pas imaginer ce que c'est que de délibérément tuer quelqu'un comme médecin. C'est pour moi de le catégoriser comme un acte médical, ça me semble impossible. Et aussi la question et l'influence que ça a sur la relation médicale par la suite. Qu'est-ce que ça fait pour un médecin d'avoir donné la mort? Le moment de l'acceptation et du passage à l'euthanasie, c'est vraiment un moment où le médecin doit se déshumaniser. Et pour moi, il y a impossibilité de déshumanisation. On est humain au moment de notre premier souffle, au moment même de notre conception, nous naissons humains, et jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier battement de cœur, nous mourrons humains. À aucun moment, nous n'avons une touche ou un bouton sur lequel nous pouvons pousser en mettant notre humanité en parenthèse pour pouvoir faire quelque chose d'inhumain. J'ai même une collègue qui est une femme qui est très investie dans les soins palliatifs, qui est une femme très compétente, proche des malades et tout ça, et qui, à un moment donné, au bout d'un cheminement avec une dame, elle dit que c'est par fidélité vis-à-vis de cette personne, a dit bon, moi je ne veux pas faire ça, je trouve que c'est pas bien, ce ne sont pas des soins palliatifs, je m'efface, je n'existe plus et je deviens une main qui l'euthanasie. Hein. Mais ce que ma main fait, mon cœur le fait. Moi, pour moi, je ne sais pas dissocier un acte que je produis de ce que cet acte va faire en moi. Dans bien des cas, c'est fait avec de bonnes intentions. Hein, moi, je ne suis pas d'accord avec l'acte, mais je condamne l'euthanasie. Je trouve que c'est pas bon, mais je condamne pas mes confrères qui en font, et la plupart parmi eux le font parce qu'ils veulent vraiment aider, parce qu'ils pensent que c'est mieux de faire comme ça. Seulement, moi, je pense que c'est pas mieux, mais ils le font avec bonne intention. Après, il y a un petit groupe de personnes aussi qui a une attitude plus idéologique et qui le fait plutôt pour répandre certaines valeurs par rapport à la vie et l'autonomie. Mais la plupart le font vraiment pour soulager les malades. C'est comme si c'était normal d'être l'instrument de la volonté de l'autre parce que je l'aime suffisamment pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Je ne comprends pas bien. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne voudrais pas, je ne veux pas, je lutte pour que ça ne devienne pas comme ça, en tout cas. Peut-être l'illusion la plus dangereuse pour un médecin, c'est l'illusion de toute-puissance. Il y a une belle citation talmudique que tous les médecins en Israël savent, c'est « Hatov shebarofim legehinom ». Le meilleur des médecins ira en enfer. Et l'interprétation, c'est celui qui se pense le meilleur des médecins, qu'il sache à la fois qu'il fera une erreur dans sa vie qui, par mégarde, nuira à un être humain ou peut-être même le tuera. Et donc, il mérite la punition de celui qui nuit à un être humain. Et que s'il se pense le meilleur des médecins, il fera des erreurs liées à son orgueil. Et il y a peut-être quelque chose là par rapport aux questions d'euthanasie aussi. C'est de dire que nous ne sommes pas là pour prendre de telles décisions. Je ne suis ni toute puissante, ni avec toute la sagesse du monde. Les promoteurs de l'euthanasie en Belgique ont mis en avant qu'il fallait encadrer les euthanasies illégales et clandestines que certains médecins pratiquaient avant l'adoption de la loi à la demande de patients. Pourtant, le nombre de ces pratiques n'a pas diminué depuis 2002. Et des effets pervers apparaissent. Quel que soit l'endroit où vous mettez le curseur, il y a toujours des transgressions.
Nous sommes ainsi faits, nous autres les humains, que quelles que soient les lois qui existent, il y a toujours des transgressions. C'est vrai pour le code de la route et c'est vrai pour, je dirais, le reste de la vie en commun. Légaliser, c'est tout de même banaliser. C'est-à-dire, on encadre une pratique qu'on n'a pas su interdire, qu'on n'a pas su éradiquer, et donc j'y vois plus un aveu d'impuissance qu'une volonté de s'attaquer réellement aux causes de ces euthanasies clandestines. Cette loi de l'euthanasie qui est de plus en plus banalisée en arrive à culpabiliser ceux qui ne le demandent pas. J'ai connu une dame qui avait 2 voisines qui se sont faites euthanasier et qui s'est dit « j'ai 87 ans, est-ce que c'est normal, monsieur Vremer, que je ne la demande pas ?» Croyant répondre simplement à une demande sociale, sociétale, comme on dit aujourd'hui, en réalité on crée une offre. Parce que bien évidemment, même si il n'est pas licite de proposer à quelqu'un l'euthanasie, il va de soi que c'est la société tout entière qui propose ce geste-là. Donc ça n'est pas simplement la réponse à une demande, c'est bel et bien une offre de la société. Il y a aussi des pressions familiales, il faut quand même le dire, que les pressions, elles sont là. On a eu des médecins comme ça aux Pays-Bas qui ont écrit une lettre il y a quelques années pour dire voilà, on est fatigué d'entendre la pression. On a eu des cas de malades, enfin de personnes, même pas malades, mais de personnes dans des maisons pour retraités, qui un jour a dit, écoutez, moi ce serait mieux qu'on m'euthanasie parce que ça coûte, toute ma retraite ici passe à la facture et ma petite fille est en train de construire une maison, alors ce serait quand même mieux qu'elle puisse construire sa maison. Et donc même les malades, des fois, commencent à raisonner avec des arguments économiques. Hein. Donc ça, c'est quand même vraiment une pente glissante à éviter. Le politique nous dit la santé, ça coûte cher. Bon, il faut pouvoir l'entendre. Je suis impressionné aussi d'avoir entendu que 2 chercheurs canadiens étaient venus faire des études et avaient comparé les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg pour arriver à la conclusion que s'ils arrivaient à promotionner l'euthanasie au Canada, ils pourraient espérer que 10 000 personnes demanderaient l'euthanasie par an, ce qui représenterait 130 millions de dollars d'économies par an. Et d'ajouter que leur objectif n'était pas économique. Mais alors pourquoi en parler si ce n'est pas économique ? Ça coûte beaucoup moins cher d'être euthanasié, ça dure moins longtemps. Il n'y a pas beaucoup de médicaments pour faire... Hein, on n'a pas besoin de beaucoup non plus de soignants. Donc c'est une solution aussi qui peut être une solution de facilité pour le gouvernement. Hein. Ça a déjà été dit, hein, ça coûte moins cher des vieux morts que des vieux en vie. Hein. Jeanne souffre d'un cancer du foie avec métastases osseuses et pulmonaires. Elle se plaint régulièrement à l'interne de sa situation conjugale difficile, à savoir un mari alcoolique et violent. Elle souffre également de ne plus voir ses filles de 25 et 27 ans, qui ne viennent jamais lui rendre visite. Après plusieurs rencontres, durant lesquelles l'interne semble désemparé devant la grande souffrance de cette patiente, il se permet un jour de l'interpeller en ces termes. Compte tenu de votre cancer au stade terminal et de votre situation familiale, ne pensez-vous pas que l'euthanasie pourrait se présenter à vous comme la moins mauvaise des solutions ? La patiente s'est effondrée, en larmes, et le médecin a pris conscience de sa maladresse. Dans cette loi de l'euthanasie qui est de plus en plus banalisée, les propositions d'élargissement des conditions sont de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses. Ainsi, l'une des dernières propositions serait de pouvoir euthanasier des personnes qui sont fatiguées de vivre. On peut demander l'euthanasie parce qu'on est âgé, on a de l'ostéoporose et de l'insuffisance des pertes urinaires, par exemple. Il y a eu ça.
Personnes âgées dans un home, ostéoporose et perte urinaire. Ça suffit pour une euthanasie en Belgique. Et donc vous comprenez qu'après, si un oncologue dit « mais non, moi je ne veux pas faire l'euthanasie », que le malade, il est très surpris, il dit « pourquoi vous ne voulez pas, c'est quand même un droit ». Et alors on doit dire « non, ce n'est pas un droit en Belgique ». Il y a une règle avec des exceptions, mais ce n'est pas... Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, un peu comme la génération d'aujourd'hui critique celle d'avant pour avoir été inconsciente sur les problèmes de l'écologie, je pense qu'une génération viendra qui dira « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Comme me l'a confié une dame témoignant de sa très longue lutte contre la dépression, qui souffre veut être accompagné, même s'il désire mourir. Le pire qui aurait pu m'arriver, dans ma jeunesse, c'eût été de m'entendre proposer, ou même seulement suggérer, que l'euthanasie était éventuellement possible. Je ne serais sans doute plus en vie aujourd'hui si le soutien des médecins avait été conditionnel. En 2001, le projet que vous avez dit, à aucun moment on ne pourra euthanasier un patient souffrant de troubles psychiatriques. Le dernier rapport montre tout le contraire. Plus de 100 patients souffrant de troubles psychiatriques ont été euthanasiés, dont plus de 60 dépressifs. Il y a des patients schizophrènes, des patients souffrant de TOC, d'anorexie, d'autisme. Voilà, quel regard portons-nous sur la vulnérabilité aujourd'hui? La société demande à la psychiatrie de relever une personne qui est en perte d'élan vital. Si on infiltre l'euthanasie aujourd'hui dans la psychiatrie, on implose la psychiatrie de l'intérieur. Wel, dat is een groot probleem. Hè? Dus de arts moet een oordeel uitspreken over de medische uitzichtloosheid en over het lijden, de ondraaglijkheid van het lijden. Maar dat is heel moeilijk bij psychiatrische aandoening. Het eerste criterium, de medische uitzichtloosheid, daar is al wat discussie over van ja, wat betekent dat precies? Hè? Dus ja, we hebben een samenleving tot hiertoe die verwacht dat we alles doen om dat te voorkomen. En tegelijkertijd krijgen we nu een andere opdracht als psychiater. Hè? Mensen met een psychiatrische aandoening die dood willen, hè, en die verondersteld zijn om wilsbekwaam te zijn, daar moeten wij over oordelen van mogen zij sterven? Hè? Hebben zij het recht om te sterven? Gaan we hen laten sterven? En ik vind dat als psychiater ja, een moeilijke positie. Het is een beetje een gespleten positie. Hè? Dus langs de ene kant alles doen om het sterven te voorkomen. En langs de andere kant worden wij ingeschakeld om het groene licht te geven om iemand te laten sterven. Hè, moeten wij zeggen, ja, oké, die is oordeelsbekwaam, die kan daarover beslissen of nee. Hè. Laura, 24 ans, souffre de dépression chronique et demande l'euthanasie. 3 médecins confirment l'irréversibilité de sa souffrance psychique. Un mois plus tard, délai légal nécessaire pour euthanasier un patient hors phase terminale, Laura affirme clairement au médecin qui venait l'euthanasier qu'elle ne souhaitait plus mourir. Elle avait rencontré quelqu'un entre-temps. Ja, als het gaat over onze hulpverlening, over de behandelmogelijkheden, kan ik niet zeggen dat alles perfect op punt staat. Hè. We hebben lange wachtlijsten. En dus mensen moeten lang wachten vooraleer dat ze in de hulpverlening terecht kunnen. Dat is al een probleem. Psychiaters zijn overvraagd.
Het is zo dat de uitrol van de nieuwste behandelmogelijkheden, dat niet op punt staat, dat er best nog wel meer mogelijkheden zijn voor behandeling. Il y a dans notre pays la possibilité d'euthanasier des enfants. Et le critère dans les modalités, dans les conditions, c'est que l'enfant puisse être capable de discernement. Ce à quoi je réponds, mais ça veut dire quoi être capable de discernement? 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qui m'a un peu énervée, c'était que tous les arguments étaient très théoriques. C'était ou le droit des enfants à mourir ou le droit des enfants à vivre. Mais au fait, je ne reconnaissais pas les enfants que je connaissais. 250 pédiatres se sont rassemblés en Inde en 2015, 250 ayant écrit au ministère de la Santé pour dire « nous ne comprenons pas la possibilité d'euthanasier des enfants ». Les enfants, pour la plupart, ne réclament pas un droit à mourir. Les enfants disent « je souffre, je suis mal, j'en peux plus ». Il faut regarder l'enfant pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Et en plus, les enfants, et là c'est un peu différent des adultes, ils peuvent être à un moment dans une très grande détresse, et à un autre moment, un copain arrive et ils vont jouer, et ils oublient leur maladie pour quelques instants et ils jouent. Les enfants ne sont pas des bébés, ils ont aussi leurs questions. Mais c'est un peu de dire que c'est la réalité de la personne ou de l'enfant et pas les questions théoriques. Dire qu'un enfant peut se faire euthanasier, c'est demander aux parents d'être vraiment acteurs aussi de cette démarche de mort. Et je pense qu'on reparlera du syndrome du survivant. Brigitte, infirmière, invoquant la clause de conscience, a refusé de poser une perfusion dont le seul but était d'injecter un produit létal. Elle a subi des pressions médicales et s'est retrouvée, devant sa direction, à devoir se justifier. Elle a fini par quitter l'hôpital pour aller travailler ailleurs. On voit déjà des signes, on entend déjà des voix, jusqu'à faire tomber l'objection de conscience du médecin. Pour l'instant, les grands promoteurs de la loi d'euthanasie disent « mais il n'y a pas de problème, les médecins peuvent choisir de pratiquer l'euthanasie, oui ou non, où est le problème ?» Une institution, un hôpital, une maison de retraite ne peut plus mettre dans ses constitutions de ne pas pratiquer l'euthanasie. C'est quand même déjà aussi une prise de liberté. Il veut mettre dans la loi qu'un médecin qui refuse doit diriger vers un autre médecin. Donc ça veut dire que je devrais dire, écoutez, moi éthiquement je ne suis pas d'accord, mais ne vous en faites pas, je vous appelle quelqu'un et dis tiens, tu ne veux pas le faire à ma place parce que moi je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est comme si un malade insiste pour avoir une radiothérapie et que moi je dis en tant qu'oncologue que ce n'est pas un bon traitement la radiothérapie pour ce qu'il a, que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Je ne vais pas dire, mais si vous voulez, j'appelle un radiothérapeute pour le faire. C'est une incohérence. Je veux dire, je trouve que ce n'est pas une bonne attitude, donc je ne vais pas vous référer vers un médecin qui va le faire. Donc ils viennent inspecter au nom du gouvernement pour que l'accréditation soit donnée à cette institution, oui ou non. Et ils demandent, est-ce que vous avez une procédure écrite ici pour l'euthanasie? Si cette institution, par disons, conviction ne veut pas pratiquer l'euthanasie en dedans de ces murs, il sera quand même obligé, par pression de l'accréditation et des inspections, de rédiger des procédures. Si maintenant, aujourd'hui, on me dit on n'a plus le droit de dire non, hein, si on perd le droit d'opposer par sa conscience à pratiquer un acte euthanasique, moi je vais arrêter la médecine. Parce que c'est pas possible pour moi de faire la différence entre qui je suis moi et qui je suis en tant que professionnel. Être médecin pour moi, c'est une manière d'être dans la vie de la société, la manière à laquelle j'ai été appelée pour m'épanouir, pour créer la société avec d'autres, pour en faire quelque chose où il fait bon vivre.
Mais je me donne à fond là-dedans, avec mes compétences et avec qui je suis, avec mon cœur, mon âme, avec qui je suis. Mais je ne veux pas y perdre qui je suis. Ça, je ne suis pas prête à ça. Ce n'est pas une fin d'être médecin, c'est un moyen d'être. Oui, ce n'est pas tout de moi non plus. J'ai visité récemment la côte d'Opale avec ses grandes falaises et une image m'est venue à l'esprit. La personne en fin de vie est comme au bord de cette très grande falaise. Elle voit la mer qui vient lécher les rochers en contrebas. Elle sait qu'elle va devoir bientôt quitter la terre ferme pour rentrer dans cette mer. La personne qui demande l'euthanasie n'ose pas se lancer seule. La hauteur est trop importante et elle ne sait pas comment rejoindre cette mer qui l'attend. Elle demande donc au médecin de venir la pousser dans le dos afin de la faire plonger. Dans les soins palliatifs, plutôt que de pousser le malade dans le vide, nous le prenons par la main et nous l'amenons en bas de la falaise, pas à pas, par un sentier menant à la plage. Le palliatif, c'est prendre le temps de trouver le sentier accessible au malade. C'est prendre le temps de descendre jusqu'au bout avec lui. C'est donner le temps à ses proches de l'accompagner sur ce chemin. Certes, le sentier est parfois très escarpé, mais en relevant la tête et en continuant à marcher prudemment, le malade et sa famille approchent de cette magnifique plage de laquelle il pourra partir sereinement.